En France, le contrat de travail, c'est bien plus qu'un simple bout de papier. C'est lui qui définit les règles du jeu, les protections, bref, toute une relation professionnelle. Aujourd'hui, on va décortiquer ce document essentiel. Allez, c'est parti. Salarié ou indépendant? La différence a l'air évidente, non? Et pourtant, en droit français, tout, absolument tout, repose sur un seul et unique concept. Un concept tellement puissant qu'il détermine l'ensemble des droits et des protections. Alors regardons ça de plus près. Et voilà, l'idée centrale, elle est là, sous nos yeux. D'un côté, le salarié, qui est lié à son employeur, c'est ce fameux lien de subordination. De l'autre côté, l'indépendant, qui lui gagne en liberté, c'est sûr, mais qui en contrepartie assume tous les risques. Alors, on plonge dans cette idée maîtresse qui est vraiment la pierre angulaire de tout le droit du travail en France. Voilà le mot magique, le lien de subordination. C'est le cœur du réacteur du contrat de travail. L'idée est assez simple en fait, une personne accepte de travailler pour une autre en échange d'un salaire et surtout en suivant ses directives. Mais alors, être sous la direction de quelqu'un, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça se résume à trois pouvoirs que détient l'employeur. Celui de donner des ordres, celui de contrôler l'exécution du travail, et si jamais c'est nécessaire, celui de sanctionner. Bon, mettons-les face à face pour que ce soit bien clair. Le salarié, il a un patron, il suit des directives et il reçoit un salaire fixe. L'indépendant, il est son propre chef, libre de ses choix, mais c'est lui qui encaisse les profits, comme les pertes. C'est justement cette relation de dépendance du salarié qui justifie tout un droit du travail pensé pour le protéger. Et c'est là que ça devient absolument crucial. Peu importe le nom qu'on donne à un contrat, que ce soit contrat de freelance ou de prestation de service, si un juge estime qu'en réalité, dans les faits, un lien de subordination existe, il peut le requalifier en contrat de travail. Et là, la personne récupère, avec effet rétroactif, tous les droits d'un salarié. Ok, maintenant que les bases sont posées, passons aux différents types de contrats qu'on peut rencontrer une fois qu'on a le statut de salarié. Alors, une fois qu'on est dans la case salarié, quel type de contrat peut-on signer ? En France, tout tourne autour de trois grands sigles, le très célèbre CDI, le CDD et le CTT, qu'on connaît surtout sous le nom d'intérim. Ce tableau résume bien les choses. Tout en haut, le roi, le CDI, c'est le contrat standard, sans date de fin. Juste en dessous, le CDD, un contrat avec une ligne d'arrivée bien définie. Et puis il y a le CTT, l'intérim, qui est une relation un peu spéciale à trois, le salarié, l'agence d'intérim et l'entreprise où se déroule la mission. Le CDI, c'est un peu la forteresse du droit du travail français. Il est considéré comme la norme, le contrat le plus protecteur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un employeur ne peut pas y mettre fin comme ça, sur un coup de tête. Il lui faut des raisons sérieuses et une procédure très encadrée. Par opposition au CDI, le CDD et le CTT sont qualifiés de contrats précaires. Du coup, leur utilisation doit rester l'exception et non la règle. La loi est très stricte là-dessus pour éviter les abus. La loi est on ne peut plus claire. On ne peut pas utiliser un contrat précaire pour un besoin qui est en fait permanent. C'est interdit, par exemple, pour remplacer quelqu'un en grève ou pour un poste qui fait partie de l'activité normale et habituelle de l'entreprise. L'idée, c'est vraiment d'empêcher que la précarité devienne la norme. Au-delà du type de contrat, il y a ce qu'on appelle les petites lignes, les clauses. Alors, penchons-nous sur celles qui peuvent vraiment tout changer. La période d'essai, tout le monde connaît. Son but est double. Elle permet à l'employeur de voir si les compétences du salarié correspondent bien au poste, mais elle permet aussi au salarié de voir si le job et l'entreprise lui plaisent. Pendant ce laps de temps, c'est beaucoup plus simple de rompre le contrat pour l'un comme pour l'autre. Mais attention, la durée de cette période d'essai n'est pas laissée au hasard. Pour un CDI, la loi fixe des plafonds très stricts selon la catégorie professionnelle. Ça va de 2 mois pour les employés jusqu'à 4 mois pour les cadres. On passe à une clause un peu plus complexe, la clause de non-concurrence. Son objectif, c'est de protéger l'entreprise. Comment ? En interdisant à un ancien salarié d'aller utiliser son savoir-faire et ses connaissances chez un concurrent direct juste après son départ. Mais attention, on ne rigole pas avec cette clause. Elle est extrêmement encadrée pour ne pas bloquer la liberté de travailler. Pour qu'elle soit valable, elle doit être indispensable pour l'entreprise, limitée dans le temps et géographiquement, et, point absolument crucial, elle doit obligatoirement prévoir une compensation financière pour l'ancien salarié. Pour finir, il faut savoir qu'une relation de travail, ce n'est pas figé dans le marbre. Voyons un peu comment le contrat peut évoluer avec le temps. Un employeur peut vouloir changer les tâches ou les horaires d'un salarié. Mais est-ce qu'il a le droit de tout imposer? La réponse est non. Le droit fait une distinction très importante entre deux types de changements. Et voilà la distinction fondamentale à connaître. D'un côté, on a le simple changement des conditions de travail, par exemple de nouvelles tâches, sans l'employeur peut l'imposer, et refuser peut être considéré comme une faute. De l'autre côté, il y a la modification du contrat, toucher au salaire ou à la qualification par exemple. Là, c'est beaucoup plus sérieux. L'employeur doit le proposer et le salarié est totalement libre d'accepter ou de refuser.
Et une dernière protection importante à avoir en tête en cas de vente, de fusion ou de succession d'entreprises, les contrats de travail ne s'évaporent pas. Non, ils sont automatiquement transférés au nouvel employeur qui est obligé de maintenir les mêmes conditions pour les salariés. Voilà qui conclut notre tour d'horizon. Mais tout ça, ça ouvre une immense question pour l'avenir. Avec l'explosion des plateformes, de la gig économie, cette ligne de démarcation si claire entre salariés et indépendants est de plus en plus floue, de plus en plus contestée. Alors comment est-ce que ce fameux lien de subordination va s'adapter ou peut-être même se réinventer? La question reste entièrement ouverte. Merci d'avoir suivi.